pareil. D'accord. وكاع ما قدرناش ندخلوا ما j'étais pas là seule. Non, non, mais c'est pas une accusation, hein. Ah normal normal c'est pas grave. Non, non, mais donc peut-être qu'il vaut mieux que la prochaine fois, j'ouvre Zoom et je vous envoie tout de suite le mail, comme j'ai les mails de presque tout le monde, Mhm. j'envoie les Ah, mails avec le lien tout de suite, peut-être. Oui, ça sera mieux. peut-être. Oui, de Mhm. préférence. Et pour éviter que les gens ne savent pas où se trouvent les informations qu'ils ont vues, etc. Mhm. Donc, peut-être la prochaine fois, on fera ça. Je ne vous envoie pas de lien avant et dès que Mhm. le cours doit commencer, je vous envoie un mail tout de suite avec le lien. Ok, Ouais, merci. ouais, c'est mieux, d'accord. Euh, bon, je ne sais pas, vous êtes. On va commencer. Vous voyez le Oui, transparent, là, votre première page? Oui, oui. 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 Bon, les transparents, je les mettrai toujours la semaine d'après, parce que je suis en train de les faire au fur et à Mhm. mesure. Donc, vous les aurez la semaine qui suit. D'accord? Ok. Donc, Mhm. donc, c'est bien Sonia qui est responsable du groupe A, enfin responsable délégué, on va dire. Mhm. Euh, D'après le Canva, il y a 1 heure de cours par semaine euh, et 2 heures de travail personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de TD, il n'y a pas de TP. Mais dans le cours, on va faire un cours au début. Et quand on arrivera aux expressions françaises, les expressions écrites et les expressions orales, on essaiera de faire un court TD. C'est-à-dire, je fais un cours tout en vous donnant des exercices pour savoir comment vous. Si vous n'avez pas besoin de parler, vous coupez votre micro, s'il vous plaît. Sinon, ça va faire du bruit. Et donc, par la suite, on va faire un court TD, un mélange de court TD. Et vous aurez probablement un petit projet, si on a le temps, parce que comme on commence qu'en février, je Mhm. ne sais pas si on va avoir le temps de faire tout, mais on essaiera de faire le maximum, et surtout pour vos présentations orales par la suite, lorsque vous serez en licence 3, etc., de savoir comment rédiger un mémoire et comment l'exposer. D'accord. D'accord. OK, donc le cours pour vous, c'est toujours jeudi de 9h à 10h, de 9h10 à 10h10 précisément. Mhm. Et donc, ça ne bougera pas, moi, ça me convient. Ce qui ne me convient pas, c'est la section B pour laquelle je vais échanger pour les mettre le jeudi également. Donc, ça ne vous concerne pas. Donc, Mhm. j'essaie de trouver une solution pour que tous les groupes aient un emploi du temps qui leur convienne et qui me convienne. D'accord? Donc, vous n'êtes pas concerné par ça. Oui. Donc, quand on m'a donné le cours, parce que normalement, j'aurais dû faire des cours d'informatique, notamment en master, mais la plupart des cours que je voulais faire se font en présentiel. Donc, comme je suis confiné à l'étranger, je ne peux pas être disponible en présentiel. Donc, on m'a donné des cours que je n'avais pas fait auparavant, qui m'intéressaient à titre personnel, mais que je n'avais Mhm. pas encore fait. Et donc, pour moi, c'est un challenge également pour faire un cours de bonne qualité, euh, parce que la communication, de manière générale, m'intéresse. Et donc, je le fais volontiers. Mais c'est pour cette raison que vous n'avez pas de documents tout de suite. Je vais les faire au Ok. fur et à mesure et vous les donner la semaine d'après. Et en même temps, comme j'ai vos mails, je vais mettre les cours sur un site aux États-Unis, un site Canvas, qui nous permettra peut-être de faire l'examen à distance parce que je ne sais pas comment va se passer l'examen. En tout Mhm. cas, je suis tenu de fournir une note à l'administration, même si le coefficient est faible, hein, Mhm. je suis tenu de fournir une note et donc je ne sais pas comment on va faire l'examen.
je vais discuter avec l'administration si elle veut bien répondre pour essayer de voir comment on peut vous évaluer. Et je vous avoue que pour moi, la note est secondaire. Le tout, c'est que vous progressiez sur l'expression écrite et orale en français, mais au-delà, sur la communication de manière générale. Parce que tout relève de la communication. D'accord. Donc, quand je regarde les objectifs dans le Canva, ils mettent technique d'expression écrite, apprendre à rédiger un mémoire ou faire un rapport ou une synthèse. Donc, c'est typiquement les PFE de licence 3. Et puis, les techniques d'expression orale, c'est savoir faire un exposé et communiquer devant un public, qui sont les fondements même de la communication. Pour l'expression écrite, ce ne sera pas juste rédiger un mémoire, c'est rédiger un communiqué quelconque, un CV, faire un CV de bonne qualité qui exprime juste ce que vous devez exprimer et faire une demande à l'administration si vous voulez changer de filière ou vous avez un problème, vous avez un problème, par exemple, de remise en cause des notes que vous avez eues. Ça arrive souvent que les étudiants fassent des recours. Et donc, pour faire un recours, il ne suffit pas juste de téléphoner, de dire 2 mots, c'est d'écrire une lettre, parce que les lettres, la trace écrite, elle reste toujours. Et donc, vous pouvez toujours montrer que vous avez envoyé un mail ou un document écrit qui contient votre demande. D'accord. Donc, on va faire le tour pendant l'expression écrite de cette façon-là. Et donc, c'est dans ce cas-là où je vous dis qu'il faut que je fasse des cours TD. Comme ça, vous rédigez des choses. De préférence, comme vous êtes nombreux, vous allez les faire en groupe de 2 ou 3 personnes, voire maximum 4 personnes. Et puis, comme ça, j'aurai le temps de corriger, d'interagir avec vous. Si je le fais individuellement, ça va être trop compliqué, trop lent, et on ne sera pas efficace. Donc, le Canva, donc, il parle, enfin, le titre parle de terminologie scientifique, mais dans le Canva, à l'intérieur, l'explication du Canva, il parle très peu de terminologie scientifique, bien que ce soit important. Et aujourd'hui, on va parler que de ça. Donc, la deuxième partie du Canva, c'est la communication écrite, et la troisième partie, la communication orale, qui sont très liées à ce que vous allez faire pendant les 3 années de licence. Alors, moi, le contenu que je vous propose, comme c'est du distanciel, donc on va parler de terminologie scientifique aujourd'hui, et après, on passera à la communication proprement dite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et ensuite, on va faire la troisième partie, qui est la plus importante, qui contiendra les deux aspects d'expression française, écrite et orale, qui sont très importantes. Mais pour faire ça, il faut comprendre comment fonctionnent les communications et les terminologies pour donner de l'importance dans votre futur emploi, dans votre futur travail, que vous donniez de l'importance à la terminologie parce que les gens ne s'en rendent pas compte vraiment. Voilà. Donc, les terminologies. Alors, les terminologies de managériale, c'est au pluriel, hein, parce qu'il y a plusieurs terminologies. À l'origine, il n'y en avait qu'une. La terminologie, ça vient de terme. C'est un terme qui veut dire un mot final, non dérivable. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on ne sait pas dériver en autre chose. Ce n'est pas une racine qui permet d'avoir des qualificatifs, etc. Un terme, c'est comme au sens mathématique du terme. Quand vous faites je ne sais pas si vous avez fait des développements limités, par exemple, où vous avez une série qui se développe en plusieurs termes, une somme de plusieurs termes ou un produit de plusieurs termes. Et les termes eux-mêmes ne peuvent pas être des fonctions. D'accord? Donc, terme, c'est un mot final, c'est-à-dire qu'il signifie quelque chose de précis et ça s'arrête là. Et logie, ça vient du grec logos, qui signifie idée ou discours ou intelligence, en quelque sorte. Ça veut dire tout ça. Ça vient de logique. Hein, enfin, les mots anglo-saxons ou latins, logos, ça vient de logique. C'est devenu la logique, quoi. La logique ou l'idée, etc. Donc,
une terminologie de manière générale, c'est un ensemble de termes qui sont abusivement utilisés à la place de mots. Généralement, nous, on est tellement, dans notre langage courant, on est tellement abusif qu'on n'utilise pas terme, mais on utilise plutôt mot. Un mot n'est pas nécessairement un terme. D'accord? Par contre, un terme est forcément un mot. Donc, c'est la rigueur, hein, ça vient des mathématiques et c'est la rigueur qu'il faut attribuer à ces choses-là. Donc, la définition, elle doit être stratégique. Donc, les terminologies, ce sont un ensemble de termes relatifs à un domaine particulier. Par exemple, les domaines techniques et scientifiques, parce que la terminologie, c'est attaché surtout à l'évolution de l'être humain. En réalité, la terminologie, c'est depuis que le monde vivant existe qu'il y a une terminologie, sauf qu'on ne le dit pas comme ça. Donc, ça veut dire c'est les besoins. Tiens, c'est bizarre ce truc. C'est un besoin, la terminologie est un besoin lié au monde du vivant. C'est-à-dire que dès qu'on a affaire à du vivant, que ce soit des plantes, des animaux, des êtres humains, on a besoin de dialoguer. Et le dialogue peut se faire par des signes, par des phénomènes chimiques ou physiques, mais pour nous, c'est surtout la parole qui a donné lieu à l'écrit plus tard. Par exemple, le monde des vivants, progressivement, s'est constitué en monde de société. C'est-à-dire les êtres vivants se sont agglomérés pour former des sociétés. Par exemple, vous avez des plantes, souvent quand vous allez dans la forêt, vous allez trouver des plantes de la même espèce qui sont localisées dans une même zone à peu près, où ça se dissémine, ça essaie de coloniser plus ou moins les espaces, mais généralement, vous avez un ensemble d'arbres de la même espèce qui coexistent ensemble, etc. Je ne parle pas d'intervention humaine, je parle de la nature. Quand la nature, elle est faite comme ça. Mais vous avez des sociétés donc, de plantes, c'est une nouvelle science actuellement, et vous avez des sociétés d'animaux, comme les baleines, comme les bancs de poissons, comme les termites qui sont vraiment structurés en famille ou en société, les fourmis, les abeilles, vous savez tout ça. Donc, c'est forcément des sociétés qui se créent. Et quand on dit société, ça veut dire les éléments, les membres de la société sont obligés de communiquer entre eux. C'est quoi ces commentaires-là? Hein? Qu'est-ce qui envoie des commentaires là? Il va falloir que j'arrête ça ou quoi? Alors, qui dit société dit communication. Et les communications, ça peut être par des signaux. Les signaux, c'est des signaux chimiques, c'est des signaux, des mouvements, peu importe, c'est des signaux de manière générale. L'être humain, depuis sa création, il communique au minimum par des signaux quand on ne se comprend pas. Imaginez que vous partiez dans un pays au fin fond de l'Amazonie qui ne parle pas les langues que vous connaissez, vous allez devoir vous communiquer par des signaux. Et donc les humains, c'est l'espèce du monde vivant qui communique le plus facilement possible parce qu'elle est dotée, entre guillemets, d'intelligence, mais le reste des vivants ont une certaine forme d'intelligence. Et ça communique par des gestes ou par des onomatopées, c'est-à-dire des expressions toutes simples, des grognements, des cris, etc. Quoi. Ou par des mots. Avec l'évolution humaine, on est arrivé aux mots, etc. Et à partir des mots, on a construit des langues par région, généralement par région géographique, etc. Donc, l'évolution des sociétés, pour arriver à l'ère actuelle, implique des complexités relationnelles. Les complexités relationnelles, ça veut dire qu'il y a les membres de la société ne s'entendent pas forcément. Ou quand ils ne comprennent pas les mots de la même façon, ça peut créer des conflits. D'accord? D'où l'intérêt de la linguistique. La linguistique, elle est là pour vous expliquer ce que signifient les mots. Il faudrait, pour qu'une société soit apaisée, puisse communiquer de manière sereine,
il faut qu'elle comprenne les mots de la même façon. Si une personne dit un mot et que la personne qui écoute entend le mot, mais pour elle, le mot a une signification différente, peut-être blessante ou peut-être agressive, etc., il peut y avoir un conflit qui va naître juste parce que la linguistique n'est pas claire. Donc, ça veut dire que vous pouvez, là je parle de société, mais vous pouvez mettre ça dans le cercle familial. Si vous dites un mot à votre petit frère qui le comprend mal, il va être fâché, et réciproquement. Si votre petit frère, ne connaissant pas vraiment bien le sens des mots, peut utiliser des mots qui vous choquent ou qui choquent vos parents, etc. Et ça crée des conflits, tout simplement parce que la singularité de la linguistique utilisée dans le sein de la famille dépend de l'âge, de la culture, de l'évolution du membre qui utilise cette linguistique. D'accord. Et donc, avec l'évolution des sociétés, il y a eu l'évolution des sciences, des techniques de toutes sortes. Hein. Ce n'est pas forcément des techniques mécanistes, c'est des techniques juridiques, des techniques financières, etc. Et donc, on crée des terminologies spécifiques à chaque domaine. Parce que pour faire une seule terminologie dans le monde du vivant, c'est impossible parce qu'il y a un nombre exponentiel de mots ou de termes qui fait que ce n'est pas possible de maîtriser tout ça. Si vous prenez un dictionnaire de la langue que vous voulez, en arabe ou en français ou en anglais, etc., personne ne connaît tous les mots d'un dictionnaire. Pourtant, c'est un nombre fini de mots. C'est-à-dire, si vous prenez le dictionnaire, on peut compter le nombre de mots qu'il y a dedans avec la signification des mots. Et donc, comme on ne peut pas maîtriser le contenu d'un dictionnaire qui contient un nombre fini de mots, on ne peut pas maîtriser tous les termes qui correspondent à toutes les sciences, à toutes les techniques, à toutes les technologies, à toutes les formes de relations humaines. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y a plusieurs terminologies. On a fait des terminologies adaptées à chaque espace de communication humain. La terminologie scientifique, donc, c'est sur ça qu'on essaie de discuter, nous, parce qu'on est dans une conjoncture plutôt scientifique, dans un établissement scientifique. Et comme les sciences évoluent tout le temps, ça veut dire que les terminologies doivent aussi évoluer. Et ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait des personnes qui s'occupent de ça. Et donc, c'est des personnes, on va voir, c'est des nouveaux métiers. Et donc, ici, comme les sciences évoluent, il y a un besoin pour éviter tous les problèmes que j'ai cités tout à l'heure de conflits ou de malentendus, d'ambiguïté, etc. Et bien, il y a un besoin de nommer les nouvelles sciences ou les nouveaux métiers, les concepts, etc. Par exemple, si je prends l'exemple du Walkman, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un Walkman. Mais à l'époque où c'est né, c'était au moment où vous êtes né vous-même, ou un peu avant, c'était un petit machin qui permettait d'écouter de la musique avec des cassettes, de la musique, on charge des cassettes, et puis on écoute la musique là où on veut. Alors qu'avant le Walkman, on ne pouvait pas écouter la musique à l'extérieur de chez soi. On écoute la musique chez soi, ou les discours chez soi. Parce qu'il faut un appareil, il faut le connecter au secteur électrique, etc., pour le faire fonctionner, et on est obligé de l'écouter chez soi. Même la télévision, vous êtes obligé de la regarder chez vous, enfin, à l'époque. Maintenant, avec les téléphones portables, etc., il y a même avant les téléphones portables, il y avait des petites télévisions portatives qu'on peut utiliser à l'extérieur de chez soi, qui fonctionnaient avec des batteries, etc. Et donc, comme les sciences évoluent, ça veut dire qu'il y a de nouveaux produits, de nouveaux concepts, etc. Et il faudrait qu'on s'entende. Si je reprends l'exemple du Walkman, le Walkman, c'était un mot pour désigner, quelqu'un qui marche, quoi. Un Walkman, c'est une personne qui marche, ça veut dire que, en fait, c'est pour désigner cet appareil quoi on peut écouter la musique tout en marchant, tout en étant à l'extérieur, quoi. Sauf que Monsieur Kiman, l'iPod, Walkman. absolument, absolument. Sauf qu'il fallait des cassettes. Et les cassettes, c'est un peu plus compliqué. Il y a plusieurs produits. D'accord? Et donc,
Le Walkman a dû, je veux dire, il y a les gens qui s'occupent des terminologies, c'est généralement des linguistes, des spécialistes des langues. Ils ont le mot anglais, hein, c'est un mot anglais qui a été introduit dans la terminologie technique, mais il a disparu. Il a disparu parce qu'on ne l'utilise plus, il n'est plus fabriqué, ça n'existe plus. Il n'y a que les anciens modèles. Maintenant, je veux dire, moi, ça fait peut-être 15 ans que je n'ai pas vu de Walkman, alors que j'en avais acheté un à l'époque. Et donc, ça veut dire que la terminologie, elle est vivante. Ça veut dire qu'on crée les nouveaux produits qui existent, le temps qu'ils existent, et puis quand ils disparaissent, eh ben, on les enlève. On les enlève pas tout de suite. Actuellement, dans la terminologie, le Walkman existe encore, même si le produit n'existe plus. Mais dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, il va disparaître de la terminologie parce que ça devient un objet historique. Et donc, c'est pour vous dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de l'évolution des sciences pour pouvoir maintenir une terminologie à jour, pour que les gens ils se réfèrent à la terminologie pour savoir quand on dit un mot ou un terme. Donc, il faut que tout le monde comprenne la même chose par ce terme-là, pour ne pas comprendre des choses différentes. Tout est lié à la communication entre les gens, entre les personnes. Donc, on a besoin d'un langage de scientifique, et dans le langage de scientifique, on appelle ça des nomenclatures. Donc, les terminologies sont rédigées sous forme de nomenclature très spécialisées par rapport au domaine. Donc, si on prend le domaine technique, il y a plusieurs sous-domaines, et chaque sous-domaine a sa nomenclature pour qu'il y ait les mots précisément avec les significations qui correspondent. J'ai dit mots de manière abusive, tiens, parce que c'est ces termes que je devrais utiliser. Et donc, les nomenclatures regroupent pour un sous-ensemble d'une science tous les mots, tous les termes qui correspondent à ce sous-ensemble-là. Et notamment en informatique, comme vous manipulez plus ou moins l'informatique pour vous, en tout cas c'est ce que vous essayez de faire, eh ben, il y a un nombre, en informatique, il y a un nombre impressionnant d'acronymes, c'est-à-dire des sigles qui ont un certain sens. Et il faudrait qu'il y ait une nomenclature des acronymes pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. D'accord? Et donc, il suffit de regarder sur les sites web des acronymes informatiques et vous allez trouver une multitude, je vais montrer quelques exemples après, une multitude d'acronymes qui ont des sens très particuliers. Vous pouvez trouver le même acronyme dans un autre domaine, mais qui n'a pas le même sens. C'est pour ça que les terminologies et les nomenclatures ciblent des espaces particuliers dans les sciences ou les technologies. Et donc, ces nomenclatures sont importantes, pas seulement pour qu'on se comprenne, mais pour tous les échanges commerciaux, les échanges scientifiques, etc. Quand on parle entre pays différents qui utilisent des langues différentes, il faut bien qu'on comprenne ce que veut dire la personne qui est en face de nous. C'est-à-dire que si on passe un marché international avec une entreprise, on va, par exemple, acheter quelque chose. Donc, on fait un appel d'offres. Dans l'appel d'offres, on va citer les objets. Et donc, on ne va pas définir les objets. On va utiliser les mots qui correspondent à la terminologie de ce domaine-là. Et normalement, le fournisseur éventuel, il va comprendre ce qu'on essaie d'avoir et il va fournir en fonction de la terminologie exactement. C'est parce que s'il n'y avait pas ça, ça veut dire que quand on fait un appel d'offres, je veux avoir des pylônes de transport de l'énergie à haute tension, il faut que j'aille expliquer la hauteur des pylônes, la structure des pylônes, etc., pour que la personne en face puisse me fournir ce que je veux. C'est quasiment impossible à faire. C'est pour ça que la terminologie et les nomenclatures sont importantes. Je vais dire d'autres. Alors, donc, dans les entreprises, je me réfère maintenant à l'entreprise, hein, mais vous pouvez, on peut rapporter tout ce que je vais raconter sur un groupe d'individus ou une petite société ou une grande société humaine, quelle qu'elle soit, y compris une famille, etc. Donc, on a besoin d'une politique linguistique cohérente. Une entreprise a besoin d'une politique linguistique cohérente pour
assainir sa communication et clarifier sa communication. Et la communication est la première chose que l'entreprise a besoin de clarifier parce que c'est ça l'image qu'elle va donner à son public, à ses clients, à ses fournisseurs, à ses relations avec la politique, avec le monde des banques, des finances, etc. Et donc, la politique linguistique dans une entreprise est fondamentale parce qu'elle détermine la façon pour l'entreprise de communiquer avec le reste du monde. Et donc, le but de cette politique, c'est éviter des usages abusifs en interne par les employés ou les salariés de l'entreprise. Il faudrait que les usages soient normatifs, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent à une nomenclature réelle et pas à des usages familiers, parce que les usages familiers sont pleins d'ambiguïté. Et donc, ça veut dire que quand on utilise un mot, c'est exactement, enfin, un mot, ça devrait être un terme qui appartient à la nomenclature ou la terminologie du cœur du métier de l'entreprise. Ensuite, pour éviter ces usages non normatifs, on utilise des moyens. Le moyen, c'est à l'intérieur de l'entreprise, d'avoir quelqu'un qui s'occupe du catalogue métier de l'entreprise. C'est quoi ce truc-là? Ah, j'ai peur que ça s'arrête. Je ne peux pas. Il va s'arrêter. S'il s'arrête, je relance tout de suite après. Donc, on doit maintenir un catalogue métier à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il faut une personne qui s'occupe de ça, au moins une personne qui s'occupe de ça. On doit faire de la veille linguistique et terminologique pour être sûr qu'on soit à jour compte tenu de l'évolution, puisque je vous ai dit que la terminologie est vivante, puisqu'il y a des mots qui rentrent, des mots qui sortent, des définitions qui se précisent, etc. Donc, il faut faire de la veille. La veille, ça veut dire qu'il y a des forums professionnels qui existent autour de la terminologie dans un domaine technique ou scientifique particulier. Et donc, il faut que la personne qui s'occupe du catalogue fasse de la veille. Faire de la veille, ça veut dire que cette personne va être abonnée au nom de l'entreprise à des forums professionnels et participer elle-même, proposer des solutions elle-même, etc., pour voir si les comités internationaux acceptent ou non des modifications de termes ou des modifications de signification, de définition, ou même créer des nouveaux termes, etc. À ce propos, par exemple, les frigidaires, que tout le monde connaît maintenant ce que c'est qu'un frigidaire, à l'origine, c'était un nom commun. Maintenant, c'est devenu une marque. Frigidaire, c'était un objet qui refroidit. C'est la réfrigération. Et puis, ça a tellement eu de succès que c'est devenu une marque pour l'entreprise qui a créé ça. C'est une entreprise allemande qui a créé ça et qui est devenue une référence, tout comme le Walkman. Et donc ensuite, le troisième moyen possible, c'est que l'entreprise doit faire des réunions, des séminaires à l'intérieur de la société de manière régulière. Je ne dis pas tous les mois, mais ça peut être tous les 6 mois ou tous les ans, je ne sais pas, de faire le point sur l'évolution de la terminologie et du maintien du catalogue pour dire à partir de maintenant, les objets nouveaux qu'on va utiliser, eh ben, bon, il faut les intégrer dans le catalogue. Si vous regardez juste dans le domaine du bâtiment, le nombre de produits qui sortent tous les ans, qui permettent de simplifier la construction du bâtiment, hein, pour faire des murs de manière plus simple, pour faire des cloisons, des fenêtres, etc., c'est fantastique. Parce qu'il y a vraiment des nouveaux produits qui sortent, qui sont vraiment super bien étudiés et qui simplifient vraiment la tâche des gens qui travaillent dans le bâtiment. Alors, l'utilité de tout ça, ça revient à ce que je disais avant, c'est la communication d'entreprise, la communication, le marketing, parce que l'entreprise, elle a besoin de gagner de l'argent, de faire des bénéfices pour rémunérer les actionnaires, etc., et puis développer un pays ou une région, etc. Et donc, la communication et le marketing sont en relation très étroite avec la linguistique et les nomenclatures. Et donc, c'est un besoin vital, ce n'est plus juste pas un besoin, je veux dire, d'intérêt intellectuel, c'est un besoin vital pour les entreprises.
Et donc, on a parlé d'entreprise, donc c'est tout ce que je viens de dire correspond à l'entreprise, puis je ne parle que de ça, mais on peut prendre l'exemple d'un hôpital, par exemple. Un hôpital, lui, il a besoin d'un catalogue métier, il a besoin de former des gens pour maintenir un catalogue métier. Enfin, ils le font à l'échelle nationale, hein, les hôpitaux, parce c'est le ministère qui s'occupe de ça. Mais il y a des pays où les hôpitaux sont indépendants et ils font ça tout seuls, sans référer. Par exemple, aux États-Unis, ils ne se réfèrent pas vraiment à la politique, c'est l'indépendance totale des activités industrielles et humaines. Et donc, les hôpitaux peuvent s'en priver et peuvent maintenir leur catalogue tout seuls. Donc, vous imaginez qu'un hôpital puisse commander des produits dans une entreprise du domaine biologique et puis doit expliquer ce qu'elle veut exactement en rédigeant un texte totalement, toutes les ambiguïtés possibles et de recevoir autre chose qui peut être catastrophique, etc. Donc, la nomenclature au niveau des hôpitaux est fondamentale pour la sécurité sanitaire, ne serait-ce que pour ça. À l'échelle de la famille, vous pouvez prendre ça, tout ce que j'ai raconté à l'échelle de la famille, c'est que vous avez besoin d'une politique sérieuse de communication au sein de la famille pour éviter les débordements. Par exemple, en élevant les enfants, les parents doivent expliquer aux enfants ce qu'ils peuvent dire, peuvent faire ou ne pas faire, etc. Ce qui est bien, ça se fait progressivement, sans qu'il y ait besoin vraiment de nomenclature. Mais la nomenclature n'est pas écrite. C'est ce qu'on appelle la culture. C'est les gens élèvent leurs enfants en fonction de la culture, en fonction de leurs croyances, etc. Et donc, ça fait partie de la politique de communication au sein de la famille. Et c'est comme ça qu'on se dit, telle chose, un enfant ne peut pas le faire, surtout devant ses parents, c'est honteux, etc. Et donc, tout ça, les moyens, c'est-à-dire maintenir un catalogue, etc., c'est le suivi de l'évolution des enfants, etc., pour dire est-ce qu'ils progressent correctement ou pas. Ah, j'ai vu mon fils qui a commencé à fumer, donc il y a un problème. Lui expliquer que c'est nocif pour la santé, ça coûte cher, etc. Ça relève de tout ça, quoi. Donc, on peut adapter exactement la discussion. Il reste 4 minutes, même pas 4 minutes. La nécessité des terminologies, donc, les échanges humains sans terminologie impliquent l'absence d'évolution. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, les développements techniques, etc., deviennent impossibles. Ils deviennent impossibles sans terminologie. Impossible ou au mieux, ça devient très compliqué. L'évolution va devenir très, très compliquée à réaliser. Il faut recenser, dans un but de standardisation, des termes qu'il faut pérenniser, donc à introduire dans les catalogues, et au niveau local comme international. Surtout si on a des entreprises qui communiquent à l'échelle internationale. Et il suffit de penser aux exemples entre business à business ou business à consommateur. D'accord? Donc, quand on fait appel à des sous-traitants business à business, le sous-traitant, quand on fait une commande de quelque chose, dans le commande, on met juste les termes qu'il faut pour désigner les objets qu'on veut commander, sans explication. Et la sous-traitance, qui doit faire partie du même domaine, eh ben, elle va pouvoir répondre exactement à l'appel d'offres ou à la commande. Imaginez l'aspect juridique. Historiquement, les gens, quand ils sont en conflit de voisinage, par exemple, ils vont voir une personne sous un arbre. La personne, en général, c'est le sage du village ou de la tribu qui reçoit les gens, il écoute l'un, écoute l'autre, etc., puis il prend une décision. Et comme tout le monde le respecte, ils appliquent ça comme ça. Et ils utilisent les mots de tous les jours. C'est de la terminologie informelle. Maintenant, la terminologie juridique est tellement compliquée que quand on a un conflit de voisinage, on est obligé de passer par des avocats en payant un maximum d'argent parce que la terminologie nous dépasse et parce qu'elle est spécifique. Et des fois, on se pose la question pourquoi la justice est si compliquée, pourquoi il y a des termes si compliqués pour nous obliger à prendre des avocats, etc. Donc, ça coûte cher, etc.
Il y a des métiers de linguistique, les nouveaux métiers de linguistique, ça s'appelle terminologue ou terminographe ou terminoticien, qui vient de terminologie, de la contraction terminologie et informaticien. Donc, si ça s'arrête, je vais essayer de relancer parce que ce n'est pas sûr que… Et ben voilà, la complexité des terminologies, on trouve ça, par exemple, dans le monde animal, dans ce qu'on appelle la biodynamie. Vous regardez l'image à côté, toutes les mimiques que fait un animal pour montrer soit sa peur, soit son agressivité. Donc, vous avez une courbe, enfin, des dessins en fonction du niveau de peur et du niveau d'agressivité pour comprendre comment réagit le monde animal. C'est-à-dire que l'animal, il communique avec l'environnement qui est autour de lui, en faisant c'est la communication non verbale qui permet de montrer quelle est l'attitude agressive ou non agressive ou de peur d'un animal. Ah ben, c'est terminé. C'est terminé. Donc, je te relance.
Bon, c'est bien, c'est bien. Pour le moment, Z24. Bon, je vais continuer encore, on en a encore pour 5-10 minutes, quoi. Alors, vous êtes combien? 28. Bon, pour continuer, donc dans le monde végétal, il y a la communication, c'est des communications élémentaires en réalité, qu'on appelle la biodynamie. Biodynamie, dirais-je. Le principe de la biodynamie, c'est de voir, c'est Rudolf Steiner en 1924. C'est un scientifique qui a essayé, un scientifique et écologique avant l'heure, qui a essayé d'imaginer que le monde, c'est un objet vivant. Le monde, la planète, je veux dire, c'est un objet vivant qui communique avec toutes les espèces vivantes qui l'ont colonisé, en quelque sorte, les plantes, les animaux, les êtres humains, etc. Qu'est-ce qui fait du bruit comme ça? Erza, coupez le micro. Est-ce qu'il y a un problème d'ordinateur? Non, bah, la les participants, ça a un problème. Ah oui, d'accord. Non, mais je comprends, oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je reviens à la page, la bonne page. Donc, la biodynamie, c'est une nouvelle science qui est née, qui permet d'expliquer que le monde est quelque chose de vivant qui évolue, etc. Et puis que nous, les êtres vivants qui sommes dessus, on l'a colonisé et des fois, on se comporte mal envers la planète, etc. Donc, c'est toute une philosophie, hein. Donc, qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Je ne vais pas dire que c'est la vérité, mais en tout cas, c'est un scientifique qui essaie de s'interroger sur ça. Et ça a donné naissance à la bioagriculture. La bioagriculture qui essaye de faire en sorte que les espèces vivantes, les végétaux en particulier, communiquent entre eux. Il y a des scientifiques qui ont prouvé qu'il y a une communication évidente entre les espèces végétales et interespèces, entre les végétaux et les animaux qui les agressent généralement. Et ces communications se font via des procédés chimiques très complexes. Par exemple, il y a des arbres qui, quand elles sont agressées par des insectes ou par autre chose, elles génèrent du tanin. Le tanin, c'est une poudre qu'on trouve dans les écorces des arbres, qui est utilisée dans l'industrie alimentaire par ailleurs, notamment chez les viticulteurs. Le tanin, il est nocif par rapport à certaines espèces d'insectes, etc. Et quand le tanin ne suffit pas, parce que tous les arbres, tous les végétaux contiennent du tanin. Le tanin, on peut le trouver dans les pépins de raisin, par exemple, etc. Et toutes les plantes peuvent proposer du tanin. Et donc, si le tanin ne suffit pas, les végétaux qui ont été agressés euh, génèrent des produits gazeux, chimiques gazeux,
qui s'envolent dans le vent et qui vont être réceptionnés par les feuilles des arbres voisins, etc., pour les prévenir qu'il y a une agression d'insectes, je ne sais quoi. C'est un domaine scientifique ouvert pour le moment, c'est-à-dire que les scientifiques sont en train d'essayer d'étudier pour savoir comment les arbres communiquent ou comment les plantes communiquent, etc. Donc, c'est toute une science. Je ne veux pas m'étendre là. Donc, dans le fichier que vous pourrez télécharger par la suite, vous pouvez aller, ça c'est des liens, hein, quand c'est souligné, c'est souvent des liens. Vous pouvez aller voir sur des sites ce que c'est la biodynamie, comment fonctionne le monde végétal, etc. Et ensuite, vous avez l'aspect monde animal. C'est la zoosémiotique. La zoo, pour dire c'est des animaux, et sémiotique, c'est pour les signes. C'est un mot qui vient du grec qui signifie des signes. Des signes, ou pour nous, c'est le langage. Pour l'être humain, c'est l'anthroposémiotique qui veut dire que c'est les signes ou le langage de l'être humain. Donc, dans le monde animal, les animaux communiquent entre eux, et même intra-espèces et interespèces. Et donc, vous avez l'exemple à côté d'un loup, des mimiques d'un loup pour communiquer sa peur ou son agressivité, etc. Dans le monde humain, l'anthroposémiotique, donc les signes ou le langage des êtres humains, anthropo c'est pour humain et sémiotique c'est pour les signes. Dans le monde humain, vous avez des communications par l'attitude, c'est-à-dire des fois vous observez quelqu'un dans la rue, selon son attitude, vous savez que c'est une personne qui est passive, qui n'a rien de particulier à exprimer. Ça peut être quelqu'un qui est en colère, vous le voyez rien qu'à son attitude, vous savez qu'il est en colère, ou qui est stressé parce qu'il a perdu quelque chose ou je ne sais quoi. Et ensuite, on communique par les gestes. Surtout dans le monde méridional, c'est-à-dire autour du bassin méditerranéen, on utilise beaucoup les gestes pour dialoguer. Et donc, il y a les émotions. Ça se montre sur les figures. La figure transmet souvent les émotions ou en tout cas montre l'émotion de la personne qui est en face de vous. Et ensuite, on peut communiquer par les arts. Les arts, c'est par exemple dans les hommes préhistoriques qui font des dessins, des gravures dans les grottes, etc. Vous savez tous ce que c'est, hein, les dessins rupestres qui désignent des objets ou qui désignent des scènes de chasse, etc. Dans des grottes, notamment dans le Tassili, il y a pas mal de grottes avec des dessins rupestres extraordinaires qui datent de plusieurs milliers d'années. Ensuite, pendant l'évolution de l'être humain, la terminologie a été embryonnaire, notamment la terminologie embryonnaire dans le sens où elle n'est pas classifiée, elle n'est pas rigoureuse. C'est de l'empirique, quoi. Et ensuite, on a des terminologies par dialecte. C'est-à-dire quand on passe d'une tribu à l'autre, souvent voisine de quelques kilomètres, vous trouverez des terminologies qui sont légèrement différentes, voire totalement différentes. Et encore l'art qui va s'immiscer dans tout ça, ou en tout cas ce qu'on explique actuellement comme étant des arts, vient compliquer les choses pour expliquer la terminologie. Donc la terminologie empirique. Il y a des messages là, il y a des messages que je n'ai pas vus. Ah, c'est des messages de gentillesse. Donc, il y a les arts et puis la symbolique. La symbolique, c'est les dessins, c'est les produits. Par exemple, toutes les grand-mères d'il y a quelques années pouvaient faire de la poterie. Il y a même de la poterie qui est devenue plus ou moins industrielle actuellement en Kabylie, par exemple, où c'est une poterie reconnue dans le monde entier. Et donc, c'est un art particulier qui sert aussi d'ustensile à usage général. Il y a les dessins venant du fin fond des temps. Et jusqu'à maintenant, on s'exprime par des dessins. Les enfants ils dessinent beaucoup dans les classes primaires ou même les classes maternelles. Les enfants s'expriment souvent par les dessins parce qu'ils ne maîtrisent pas la terminologie
du langage, etc. Donc, ils s'expriment par les dessins pour représenter des choses qui leur inspirent. Ensuite sont venus les langages. Après les dialectes, il y a eu les langages. Et ont commencé les terminologies empiriques. C'est-à-dire qu'on fait ça par les situations. C'est les situations de la vie de tous les jours qui fait qu'on crée des nouveaux mots. Et si vous observez bien, il y a des gens généralement, c'est à l'échelle d'une région ou d'une grosse ville qu'il y a des nouveaux mots. Par exemple, on va dire « Ah, Alger, ils disent telle chose, il a désigné de cette façon-là. » D'ailleurs, il y a des gens qui sont tellement investis dans leur ville qu'ils disent « Ah, celui-là, il ne connaît pas ce mot, ça veut dire qu'il n'est pas algérois, etc. » Et c'est vrai pour l'Oranie, pour le Constantinois, pour tout le monde, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle les terminologies empiriques. Et c'est des terminologies par langue ou par région ou par ville, etc. Donc, l'écriture est venue, la linguistique avec, pour rentrer dans le monde post-industriel. Et là, on a des terminologies qui deviennent spécifiques à des domaines industriels, scientifiques, etc. Et on a donc affaire à l'anthroposémiotique, qui est la science des signes de l'être humain. Dans le monde moderne, on a des communications. L'être humain maîtrise des communications interespèces, c'est-à-dire que non seulement c'est la communication intra-espèce, elle va de soi, parce qu'on dialogue entre humains, mais surtout interespèces. Par exemple, vous avez quelqu'un qui sait dresser les chevaux ou quelqu'un qui sait dresser les chiens. Et donc, c'est de la communication interespèce parce que le dresseur, il arrive à communiquer avec les animaux, avec des gestes ou avec des onomatopées, c'est-à-dire des cris ou des grognements, des machins, ou parfois c'est des mots, et l'animal en question comprend. En tout cas, il lui apprend à comprendre ces mots-là, etc. C'est de la communication interespèce. Et ensuite, sont venues bien plus tard les sciences bio-inspirées, c'est-à-dire que maintenant, il y a des pans scientifiques dans tous les domaines, d'ailleurs, il n'y a pas que l'informatique, il y a dans tous les domaines médicaux, etc. On essaie de créer des nouvelles choses, de nouveaux objets, de nouvelles techniques, nouvelles techniques en observant la nature. C'est ce qu'on appelle les méthodes bio-inspirées. Donc, il y en a en informatique, vous allez voir ça quand vous serez en master, et ça existe dans la médecine, etc. Par exemple, un exemple de méthode bio-inspirée, c'est le piment. Le piment, c'est-à-dire les poivrons piquants, quoi. Les piments, il en existe près de 400 piments différents, avec des degrés de l'espèce qui fait mal à la langue, quoi. Je ne sais plus comment la nommer, qui a des degrés. واسمها سكوفيل degré هذاك. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, il y a près de 400 espèces avec des degrés très différents. Et il y a des spécialistes de ça, notamment il y a un jeune Allemand qui a une très grande parcelle. Il cultive sous serre les 400 espèces. À chaque fois qu'il y a un ami à lui qui va quelque part en Amérique du Sud, etc., il essaie de lui ramener une nouvelle espèce qu'il cultive, etc. Et la médecine s'est intéressée à ça. Et maintenant, il y a des douleurs, il y a des gens qui ont des douleurs, qui ne savent pas guérir. Eh bien, il y a des médecins qui utilisent justement le phénomène des piments, là. C'est une huile essentielle tirée des piments qu'il met sur un genre de sparadrap, qu'il colle sur là où il y a la douleur. Il y a des personnes qui avaient des douleurs post-traumatiques ou post-intervention chirurgicale, qui ont des douleurs atroces sur l'échelle de 1 à 10, ils ont entre 9 et 10, quoi. Et en utilisant ces pansements avec des huiles essentielles basées sur les piments, eh ben, ça baisse à 3 à 4. Sur l'échelle de 1 à 10, ça baisse de 3 à 4, ce qui est phénoménal, sans effet secondaire du tout. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, les terminologies scientifiques, pour revenir à notre cœur de métier, si on peut dire. Donc, il y a les nomenclatures qui sont des classifications référentes, c'est-à-dire que les gens du métier
se réfèrent à ces nomenclatures pour, pour effectuer des échanges entre entreprises. En informatique, vous avez 4 grandes familles de métiers. D'accord? C'est tous les aspects de conseil, donc les experts qui font du conseil, la recherche et le développement, la production et l'exploitation d'outils logiques ou d'outils informatiques ou de machines informatiques, et puis l'assistance technique pour dépanner, etc. C'est les 4 grands métiers. Ça ne veut pas dire que c'est figé. Peut-être que ça va évoluer, peut-être qu'il y a une famille qui va disparaître au profit d'une autre, etc. Donc, c'est vraiment des nomenclatures vivantes. Et donc, vous avez, par exemple, si on prend le cas de la France, hein, il y a la nomenclature des métiers de l'informatique en France, c'est le SIGREF. C'est un lien sur la page du SIGREF. Le SIGREF, c'est une association qui regroupe le patronat des sociétés d'informatique. C'est le patronat qui se constitue en genre de syndicat, en quelque sorte, des métiers de l'informatique, et c'est eux qui maintiennent la nomenclature des métiers de l'informatique du point de vue des responsables de société. Ensuite, il y a le monde des spécialités informatiques du point de vue de l'administration, c'est-à-dire c'est l'enseignement supérieur, c'est le CNU, le Conseil national des universités en France, qui maintient une nomenclature des spécialités. Il numérote, par exemple, le numéro associé au monde informatique. Le monde informatique lui-même, c'est le numéro 27, parce que le Conseil national des universités, ça regroupe tous les métiers de l'université. Mais si c'est que l'informatique, c'est le numéro 27. C'est-à-dire tous les numéros qui dépendent tous les diplômes qui dépendent de l'informatique, qui commencent par 27 point quelque chose. Le quelque chose désigne le métier dans l'informatique, etc. Ensuite, il y a les spécialités de formation. Les spécialités de formation, quelle que soit la formation, que ce soit informatique ou d'autres, c'est l'INSEE. L'INSEE, c'est un peu un organisme qui correspond en Algérie à l'ONS, l'Office national de la statistique. Eh ben, ça s'appelle l'INSEE en France et il s'occupe des nomenclatures qui correspondent aux spécialités de formation. Parce que les formations, si vous voulez, en France, sont subventionnées par l'État. C'est-à-dire que les gens qui ont du travail, qui travaillent, leurs patrons et eux-mêmes cotisent à une caisse qui permet de gérer les formations. C'est-à-dire que quand un salarié, au bout de 5 ans de cotisation, il a droit, par exemple, à 2 mois de formation. Il peut les cumuler au bout de 10 ans, je ne sais pas combien, il aura 6 mois de formation. Il peut même arrêter son travail pendant 2 ans pour se former pendant 2 ans dans une université ou quelque chose d'autre. D'accord? Et donc, c'est par spécialité, ça permet de régir de manière simple la formation professionnelle. Si on prend juste la nomenclature des diplômes, partout les gens, ils parlent de bac, bac plus 1, bac plus 2, etc., ce qui est toujours le cas. Mais du point de vue de la nomenclature des diplômes, on parle de niveau, level en anglais. Les niveaux, c'est des nomenclatures internationales. Hein. C'est level 3, ça veut dire c'est fin de collège. Level 4, c'est bac. Level 5, c'est bac plus 2, etc. Et ça correspond à une nouvelle stratégie de formation qui est le LMD. Donc, jusqu'à bac plus 3, c'est du L. Bac plus 4 et 5, c'est M. Et bac plus 8, jusqu'à bac plus 8, c'est le doctorat. Et donc, ça correspond, dans le monde professionnel, on parle de niveau, on ne parle pas de bac. Quand vous mettez quel est votre niveau de diplôme, vous mettez niveau 6, qui veut dire que vous avez soit un bac plus 3, soit un bac plus 4. Bac plus 4, actuellement, il ne donne pas de diplôme. Mais avant, ça donnait un diplôme de maîtrise. Et le bac plus 5 donnait un diplôme d'ingénieur. C'est l'équivalent d'ingénieur. Et si vous dites « je suis ingénieur », ça dépend du pays où vous êtes. En Algérie, ça veut dire que c'est un bac plus 5. En France aussi. En Allemagne, c'est faux. En Allemagne, ingénieur, c'est bac plus 3. Mais c'est un ingénieur allemand, c'est bac plus 3. D'accord? Donc, c'est d'un pays à l'autre, l'usage courant des mots ne signifie pas tout à fait la même chose. Par contre, par rapport à la nomenclature, que ce soit en Allemagne, en France ou en Algérie, c'est le niveau 6 pour dire j'ai une licence ou une licence plus 1.
plus quelque chose d'autre qui n'a pas donné de diplôme. Si je mets niveau 8, ça veut dire que j'ai un niveau doctorat, voire un diplôme de doctorat, quel que soit le pays. D'accord? C'est ça l'intérêt des nomenclatures. Donc, je vais finir avec les différents métiers. Donc, en mathématiques, il n'y a pas de nomenclature spécifique, parce que les mathématiques, généralement, ce n'est pas un métier au sens industriel du terme. Bien que les mathématiciens, on leur attribue des niveaux qui correspondent à leur niveau d'études et ils peuvent se spécialiser. Quelqu'un qui a fait des mathématiques pointues, il a une équivalence de niveau tout à fait correspondante à tous les autres métiers. Par exemple, quelqu'un qui a un master en recherche opérationnelle, il a un niveau ingénieur. Il peut travailler en tant qu'ingénieur. Donc, les métiers qui intéressent l'informatique ou les mathématiques, je parle de MI Alger 1. Donc, il y a le métier de data scientist. Un data scientist, c'est en anglais, c'est la science des données. Mais bon, tout le monde utilise le mot data scientist pour signifier que c'est quelqu'un qui s'occupe des données. C'est un scientifique qui s'occupe des données. C'est généralement un bac+5, donc c'est un niveau master. Et donc, le data scientist, ça peut être un informaticien, mais ça peut être un mathématicien qui s'est reconverti. Il peut se reconvertir tout seul, même s'il a fait que des études de maths, de préférence appliquées. Il peut se reconvertir, il peut s'auto-former tout seul, à la limite, pour devenir data scientist. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a quelques aspects informatiques qu'il faut qu'il maîtrise, mais pas plus que ça. Je veux dire que quelqu'un qui a un master en mathématiques appliquées, il peut, en suivant une formation de 6 mois, devenir un data scientist sans aucun problème. Franchement, c'est aucun problème. Le master data science qui a été créé à G1, j'ai participé à l'élaboration de ce diplôme et j'ai tenu à ce qu'il soit ouvert aux mathématiciens appliqués. Les gens qui ont une licence maths appliquée, ils peuvent très bien intégrer le master data science. SDA, on l'appelle à G. Donc, son but, c'est de valoriser les données clients pour créer de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises ont des clients qui fournissent des informations. La relation client avec la société, le client fournit des informations, son nom, son prénom, son mail, son âge, qu'est-ce qu'il a acheté, etc. Tout ça, ce sont des données clients. Et l'entreprise en question, ces informations-là, elle peut les valoriser grâce à un data scientist. Data scientist, son métier, c'est de voir ces données, de voir avec la société ce qu'elle souhaite avoir, est-ce qu'elle veut faire une campagne publicitaire, une campagne marketing, des promotions, je ne sais pas quoi. Eh bien, elle fait appel à un data scientist avec la base d'informations, la base de données des clients pour essayer de cibler les clients susceptibles d'acheter tel produit. Par exemple, si on a, par exemple, 60% des clients qui ont un intérêt pour les nouvelles technologies, on va leur proposer des nouveaux téléphones à prix, entre guillemets, moins cher, alors que l'entreprise est toujours bénéficiaire de toute façon. Et donc, c'est du ciblage de clientèle pour leur faire acheter des produits qui sont susceptibles d'acheter parce qu'ils sont intéressés par une télévision, un nouveau téléphone, je ne sais quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle un travail sur les données brutes des clients pour valoriser cette masse d'informations et en tirer un bénéfice pour l'entreprise. Et en tout cas, pour lui donner une plus-value. Et donc, dans ce métier, par exemple, l'importance des statistiques est fondamentale. L'algèbre linéaire, et ensuite, l'aspect informatique, c'est le machine learning. Et les outils, c'est par exemple la programmation en Python ou la programmation en R pour les statistiques ou autre chose. Tout ce qu'on peut faire avec R, on peut le faire en Python, mais pas réciproquement. R est plutôt spécialisé statistique, calcul statistique, et Python peut faire de la programmation basique, la programmation scientifique, peut faire du calcul sur les stats, etc. Donc ça, c'est un métier important auquel vous pouvez prétendre que vous fassiez une filière maths
appliquée ou une filière informatique par la suite. Ensuite, vous avez les métiers qui correspondent à l'assurance et à la banque, qu'on appelle des actuaires. En fait, un actuaire, c'est un data scientist qui s'occupe de l'assurance principalement, mais aussi tout ce qui est banque. Donc, il y a un calcul, l'actuaire, il s'intéresse à l'aspect financier de l'entreprise et surtout la prise de risque des sociétés financières. Leur but, c'est de prêter de l'argent pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour acheter je ne sais quoi. Et donc, il y a un risque qui est pris par l'établissement financier. Dire, est-ce que cette personne est susceptible de rembourser son prêt ou pas? Donc, c'est tout un calcul statistique d'évaluation des risques pour savoir quel est le taux d'échec du prêt ou pas. L'actuaire, il va étudier tout ça avec toute la science qu'il connaît, notamment des probabilités, des statistiques, de la gestion financière, etc., de l'intelligence artificielle. Et il va proposer un tableau de bord au décisionnaire de l'assurance ou de la banque qui va lui permettre pour éclairer un petit peu le choix que doit faire le responsable. Le responsable, à partir du tableau de bord, il décide de dire oui, je vais donner le prêt ou non, je ne vais pas le donner parce que le risque est trop important. Et donc, ça, c'est un métier aussi également qui est à cheval entre l'informatique et les mathématiques. Et devenir aussi un audit, faire de l'audit. L'audit, c'est quelque chose de très important et financièrement très lucratif à un niveau élevé, hein, j'entends. L'audit, c'est de faire de l'analyse financière, de l'analyse de la situation, comment dirais-je, de bilan, etc., des grosses sociétés. Souvent, c'est des sociétés très importantes avec des sociétés divisionnaires, avec des divisions dans les régions, etc., où c'est difficile de tout maîtriser. Et celui qui fait l'audit, ça peut être, vous pouvez faire l'audit sur l'aspect informatique ou l'audit sur l'aspect financier ou l'audit sur l'aspect comptable, etc. D'accord? Et cet audit-là, il permet à l'entreprise de présenter un dossier au commissaire aux comptes, celui qui vérifie qu'il n'y a pas de truandage en quelque sorte, de détournement de fonds, etc., de malversation de manière générale. Le commissaire aux comptes, quand il signe, ça veut dire que la société est saine, elle fonctionne correctement, il n'y a pas de problème. Sinon, elle peut avoir des problèmes financiers avec l'État. Et donc, c'est aussi un métier qui est très... Pour l'audit informatique, c'est plutôt informaticien. Pour l'audit de tout ce qui est flux financier, etc., c'est plutôt quelqu'un qui est spécialiste en recherche opérationnelle, etc. Donc, les maths aussi sont très importants dans ça pour des problèmes de rigueur, etc. Ensuite, vous pouvez être statisticien ou théoricien de data science, hein, ce qu'on appelle statisticien. Donc, le but, c'est de collecter des informations, soit à partir des bases de données brutes de l'entreprise, soit parce qu'on va sur Internet pour savoir les gens qui naviguent sur le site Internet de l'entreprise, même s'ils ne sont pas clients, essayer de récupérer des informations à travers les pages qu'ils ont visitées sur le site. Et on construit comme ça une base de données des internautes qui arrivent sur les différentes pages de l'entreprise pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchent précisément, bien que les visiteurs sont complètement anonymes et ne précisent pas exactement ce qu'elles cherchent. Mais en utilisant l'intelligence artificielle, on peut, grâce au suivi des pages qui ont été visitées, de savoir qu'est-ce qu'elles cherchent précisément, quel est l'intérêt de l'internaute à venir voir ces pages-là. Et donc, on essaie de construire des choses et ensuite, on doit épurer. Il y a toute une étude statistique pour savoir si l'internaute en question est intéressant ou pas intéressant, etc. Donc, c'est encore quelque chose qui est à cheval sur la recherche opérationnelle et les mathématiques et de l'intelligence artificielle. Le data analyst, c'est quelqu'un qui travaille normalement en amont de data scientist. Actuellement, les gens, quand ils parlent de data science, oh là là, ça va encore s'arrêter. Quand on parle de... Vous voyez le message qui m'est affiché ou pas? Oui, oui. Voilà. Donc, ça s'arrête
Moi, je voulais faire que 10 minutes de plus, hein, parce que j'ai un cours juste après. Hein. Donc, un data analyst, quand on parle de data scientist, généralement, il gère tout depuis le début des données brutes jusqu'au tableau de bord qu'il doit fournir à son responsable. Mais normalement, tout cet espace-là est segmenté en trois. Vous avez au début le data analyst, ensuite le data scientist, et ensuite vous avez l'ingénieur l'ingénieur opérationnel. Donc vous avez trois métiers que les gens dans la vie de tous les jours, y compris dans certaines sociétés, on dit c'est un data scientist. Et en général, dans les petites sociétés, le data scientist suffit à faire tout ça. Mais dans les grosses sociétés, il faut un data analyst. C'est lui qui regarde les données brutes, c'est lui qui est spécialiste, c'est plutôt un matheux qui va essayer d'épurer les données, etc., pour que le data scientist qui vient après lui, il ait une base de données acceptable ou une banque de données acceptable, simple à maîtriser pour qu'il fasse son travail. Et ensuite, vous avez des ingénieurs calcul, ou qu'on appelle normalement, c'est des ingénieurs structure, mais on parle aussi d'ingénieurs calcul, qui travaillent normalement pour l'industrie lourde. C'est des calculs, c'est vraiment un truc mathématique. Hein. L'informatique, c'est juste des outils qui sont utilisés dans ce domaine, mais l'intelligence, c'est un mathématicien qu'il faut, du point de vue de la maîtrise, disons, intelligente de ce secteur. C'est des calculs monstrueux, par exemple pour la pollution, pour les phénomènes de météo, etc., la fluidité des transports. Vous avez plein de problèmes qui se passent au niveau d'une ville, mais qui ne sont pas résolus parce que les gens, je pense que les responsables ne font pas ça de manière scientifique. Ils font ça, ils trouvent, il y a 3 accidents le mois dernier à cet endroit, on va faire un stop, ou on va faire un feu rouge, etc. Mais il n'y a pas une étude globale de la circulation dans une ville de manière globale, vraiment. Et donc, un ingénieur calcul peut s'occuper de ça. C'est un peu de la mécanique des fluides. Les voitures, c'est comme un fluide qui circule dans des veines qui sont les artères de circulation, etc. Et ça a besoin de recherche opérationnelle, de savoir quelle est la manière qu'il y ait de moins en moins de bouchons dans une ville. Et donc, voilà, c'est un métier aussi très, très important. Donc, je finis avec ça, les terminologies, donc les acronymes, etc. En mathématiques, vous avez plein d'acronymes. Je prends juste le cas CQFD, par exemple, qui veut dire ce qu'il fallait démontrer. Mais il faudrait que tout le monde s'entende sur ça. Puis, vous avez d'autres, EV, espace vectoriel, etc. En informatique, vous avez des liens pour aller voir un peu de quoi on parle. En informatique, vous avez un grand nombre d'acronymes, notamment, par exemple, APT, qui est un outil, c'est un package tool sous Linux, Administrative Package Tool. C'est un outil qui permet de manière très, très, très simple d'ajouter une application dans le système sans arrêter l'ordinateur, sans le relancer, sans le redémarrer. Il permet d'utiliser cet outil-là pour installer une nouvelle application ou supprimer une application existante. L'application, elle est installée, vous la supprimez. Et juste avec une ligne de commande. Il n'y a pas d'interface graphique. Je pense doit y en avoir, mais ce n'est pas ça. Une fois qu'on maîtrise des lignes de commande sous Linux, on peut, avec APT, faire pratiquement tout ce qu'on veut sur l'installation des outils sur la machine, etc. Vous avez ITIL, par exemple, qui est c'est une nouvelle science, pas vraiment science, mais c'est une nouvelle méthode pour expliquer quelles sont les pratiques cohérentes pour avoir un réseau propre, pour avoir une application qui respecte la sécurité, qui respecte le droit à l'information, etc. Vous avez JDK, c'est pour tout ce qui correspond à l'outil de développement de Java. LDAP, qui est une bibliothèque, un annuaire d'entreprise. Un annuaire d'entreprise, ça, LDAP, c'est générique et il y a l'équivalent sous Windows. Donc, c'est une super base de données qui peut gérer tout dans l'entreprise. Gérer, je veux dire, par exemple, les mots de passe, les comptes, les mails, les tables, les bureaux,
tout ce que vous, le mobilier et l'immobilier et les personnes, quelle que soit leur activité dans une structure. Je veux dire, quand vous vous connectez sur le site dans une université, ce n'est pas le cas à Alger 1 parce que ce n'est pas fait. J'ai bien réclamé auprès du recteur pour qu'il installe, pour que le service informatique installe un LDAP, mais bon, ils ont d'autres choses à faire. Et donc, quand vous vous connectez normalement sur le site d'une université qui a un annuaire, eh ben, vous allez vous connecter avec le compte qu'on vous a donné, le mot de passe qu'on vous a donné, et votre requête, elle passe d'abord par le LDAP pour vérifier que vous êtes bien la personne que vous dites et que le mot de passe correspond. Et puis après, on vous libère, on vous laisse rentrer dans l'espace et vous n'avez plus besoin de retaper à chaque fois votre login et votre mot de passe, etc. Bon, je vais arrêter là aujourd'hui. Et terminologie, pour le moment, on suppose qu'on ne parle plus de terminologie. J'espère que vous avez compris l'essentiel. Et on parlera plutôt de la communication la prochaine fois. Voilà. Donc, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Et le prochain cours va commencer dans 20 minutes, je crois. Je ne sais même plus. Je vais vérifier. Bon. 30. Oui. 30, oui. Oui, vous avez raison. Je suis en retard. Bon, voilà, je suis content. Je ne sais pas combien vous êtes, 32. Bon, ça va, quoi. Personne ne sait combien vous êtes en section 1 exactement? 80. 80? Oui. 80, 87. On est 100, 100. 100, 100, on est Non, 100. 100, j'ai 80, 100. 100, 100. لا Officiellement, بصح كاين اللي راحوا Mhm. il y en a qui ont démissionné et qui sont partis ailleurs. Oui. كاين اللي داو ترونسفير لعندنا وكاين اللي خرجوا من لا سيكسيون دونك ما على بالناش شحال ابي بري. Oui, oui, d'accord. Parce que moi, j'ai essayé d'envoyer un mail à l'administration du département, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc, je ne sais pas trop. Mais merci. Hein, j'essaierai de faire du mieux que je peux pour que ça puisse se passer correctement. Et bon, comme la communication avec le département ne se passe pas très bien, parce que moi, j'ai demandé déjà la liste avec les mails des étudiants, etc., mais je n'ai jamais reçu. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le document partagé là, dans lequel chacun mettra son nom et son mail, quoi. Voilà. Sinon, je serais content de vous voir physiquement. Dès que les vols d'Air Algérie reprennent, je viendrai vous voir. ان شاء الله وي بيان سور. Inch'Allah. Allez, je vous embrasse tous et portez-vous bien. الله يحفظك شيخة. يعطيك Merci à الصحة vous. مسيو. Bonjour. بون جورني. Bonne journée. Au revoir.